La table ronde est animée par David de Amorim. Merci beaucoup d'être parmi nous. Vous êtes directeur innovation, mais docteur, je vous en prie. Bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde. Alors l'idée, c'est d'avoir un petit moment de regard croisé, effectivement, avec une perspective européenne, donc l'international. Et on le sait, dans le sujet du numérique en santé, c'est quelque chose qui est fondamental, on y reviendra. Et puis aussi un regard croisé avec un acteur industriel qu'on connaît bien, qu'on n'attend pas forcément spontanément dans le domaine de la santé. Mais on va voir que finalement, c'est plutôt naturel en fait qu'il y vienne, puisqu'il y a beaucoup d'éléments de son ADN qu'on va retrouver dans le monde de la santé. Et c'est le sujet qu'on va adresser aujourd'hui finalement, voir que ces synergies entre acteurs industriels, mais aussi acteurs du monde de la santé, sont des synergies intéressantes avec des cas concrets. Souvent, on a tendance à imaginer que les projets qu'on réalise en Europe, c'est des choses qui sont lointaines, ou les projets qu'on va réaliser avec des acteurs industriels, c'est souvent des sujets qui vont être adressés dans des cycles longs, par exemple. Et là, on l'a vu dans la pandémie qu'on a traversée, qu'on traverse encore aujourd'hui, on a besoin de cycles courts. Et ce qui m'a surpris, finalement, en préparant cette table ronde, c'est que ces cycles courts, c'est aussi un sujet qui peut être adressé au niveau européen, mais aussi au niveau des grands acteurs industriels. Voilà, j'ai fait mon teasing. Là, pour le coup, là, vous avez envie de... La curiosité, elle est présente. Voilà. Allons-y. Donc, allons-y. Donc, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Damien Fontanès, qui est architecte adjoint line de produits IA et Thales. Bonjour, Damien. Bonjour. Alors Damien, Thales, c'est pas une boîte de la santé. Non, c'est vrai qu'on ne nous attend pas nécessairement instinctivement sur le domaine de la santé. Néanmoins, on a quand même des activités historiques, notamment en fabriquant de composants pour notamment les radios. Vous n'êtes pas sans doute sans savoir que plus de la moitié des radios aujourd'hui possèdent au moins un composant Thales. Donc on n'est pas nouveau sur le milieu de la santé. Néanmoins, c'est vrai que ça ne représente pas la grande majorité de nos activités. Je vais peut-être commencer par me présenter et du coup vous expliquer pourquoi je suis là. Alors qu'est-ce que vous faites effectivement chez Thales? Alors vous êtes médecin? Absolument pas. J'ai un profil plutôt de data scientist initialement. Donc si on resitue un peu où est-ce que je me situe dans la grande maison Thales, je ne vais pas vous faire l'exposé de tout notre organigramme. Néanmoins, je vais focaliser en précisant que je suis rattaché aux activités de système et d'information critique. Donc tout ce qui est plutôt rattaché au numérique, la capacité à pouvoir fournir des composants ou des solutions informatiques. Et au sein de ce qu'on appelle cette business unit, il y a différentes business lines et je suis effectivement rattaché à celle qui vise à fournir des solutions de services numériques. Je suis en quelque sorte rattaché à l'ESN du groupe Thales. Ce qui jouit un peu, on va dire, d'un double avantage. Le premier avantage, c'est de s'appeler Thales et de fournir du coup des solutions qui servent directement à l'intégralité, on va dire, de nos activités, donc plutôt défense, aérospatiale, aéronautique, mais également santé et de plus en plus. Donc effectivement, il y a cette capacité à fournir des services et des solutions numériques pour les activités de Thales historiques, mais également une exposition à l'extérieur. Qui représente 50% de l'activité de la business line à laquelle je suis rattaché, qui vise effectivement à fournir des solutions pour les acteurs en dehors de nos activités historiques. Donc pas que la défense finalement. Pas que la défense, on y retrouve effectivement de la santé de plus en plus, surtout depuis 2 ans. Je pense qu'on y reviendra sur le fait que la crise accentue également notre volonté d'accompagner, puisqu'on jouit de premiers retours d'expérience qui vont véritablement dans ce sens-là, où on est convaincu qu'on a des choses à raconter, à accompagner. On reviendra sur les startups et comment on pourrait imaginer accompagner les PME sur ces sujets-là, notamment à travers un prisme numérique. Alors effectivement, spontanément, moi j'aurais cité les sujets de défense, les sujets de cyber, on le voit bien, on n'a jamais autant parlé de sécurité dans le domaine de la santé, et tous les jours dans l'actualité, malheureusement, on voit qu'il y a beaucoup de sujets complexes à gérer sur cette thématique-là, mais c'est pas tellement sur ce sujet-là que j'ai envie de vous faire parler aujourd'hui, c'est plutôt sur celui qui nous a surpris quand on a préparé cette table ronde, c'est qu'effectivement vous allez de plus en plus vers un domaine qui est celui du service technologique as a service. Finalement, vous amenez des capacités d'agilité
pour développer des thématiques très intéressantes dans le domaine de la santé. Et là, pour le coup, plutôt autour de l'IA et de la data, vous avez développé une plateforme IA as a Service. Donc, qu'est-ce que c'est? Parce qu'au-delà de ce mot un petit peu compliqué, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors au-delà d'une plateforme, c'est surtout un positionnement. On n'a pas vocation à remplacer demain les GAFAM ou les acteurs souverains sur le sujet de la fourniture d'infrastructures. Néanmoins, on se rend compte, et les 2 dernières années, comme je le précise, la démarche ici date d'il y a à peu près 2 ans de trouver notre place aujourd'hui en tant qu'acteur du numérique dans ce milieu de la santé. Et effectivement, cette démarche IA as a Service, elle vise surtout à partir d'un constat, c'est qu'aujourd'hui on a un véritable savoir-faire numérique au sein de nos différentes business lines et celles que je représente aujourd'hui, SIX, sur ce domaine, et on se rend compte effectivement qu'on est capable d'apporter parfois nos propres algorithmes d'intelligence artificielle, parfois ceux de nos partenaires, PME ou grands groupes, et on y viendra par la suite à travers un exemple assez concret qu'on a réalisé l'année dernière autour de la crise du Covid, à déployer également des solutions de nos partenaires dans des infrastructures de nos partenaires. Donc il faut voir une certaine souplesse, une certaine agilité, essentiellement liée aux compétences effectivement sur le sujet numérique qu'on apporte. Et IA as a Service, ça représente véritablement ça, ça représente la capacité de mettre à disposition ces savoir-faire technologiques. Toutes ces nouvelles technologies, elles sont émergentes, elles sont maîtrisées ou en cours de maîtrise au sein de nos centres de compétences. Et effectivement, c'est d'apporter ce savoir-faire-là et cette souplesse agnostique au final de la plateforme pour pouvoir apporter des modules d'IA, soit dans nos infrastructures, évidemment, c'est recommandé, mais sinon, à défaut, dans celles de nos partenaires. Oui, donc finalement, vous amenez un savoir-faire que vous avez développé dans une autre industrie, que vous transposez dans une autre, mais sans amener tous les facteurs de complexité de mise en œuvre. Très concrètement, vous n'êtes pas obligé de positionner ces services-là dans des infrastructures ou des environnements de Thales. Vous savez, vous adaptez à des environnements cloud tiers. Donc ça, c'est un peu surprenant. C'est pas là où on vous attend spontanément. Là, on attend Thales sur le fait de la capacité à industrialiser des services IA à des fins massives, mais toutes les problématiques aujourd'hui, et particulièrement en santé. On a entendu tout à l'heure Stéphanie Combe parler de la fédération et au final de l'animation beaucoup drivée par les PME et les startups aujourd'hui sur les sujets de la santé. On n'a pas tout le temps des problématiques de grosses plateformes, je dirais d'usines à gaz un peu, de fourniture de services complexes. On doit parfois travailler avec des petits systèmes, être capable d'être suffisamment flexible. Et là, effectivement, force est de reconnaître qu'il faut s'adapter. Il faut aussi prendre le meilleur de ce qui se constate également sur la place du marché. Je pense notamment à OVH, sur la capacité à pouvoir fournir des prototypages sur des plateformes souveraines de cette gamme-là. Et effectivement, on n'attend pas Thales sur ce sujet-là. Néanmoins, on sait faire des alliances intelligentes pour pouvoir accélérer la mise à disposition de services intelligents, notamment intégrant de l'IA, dans les écosystèmes des partenaires. Un acteur qui vient de l'industrie de la défense, vous savez aller picorer chez vos collègues industriels plutôt du monde de la tech, du cloud, et du coup, ça doit vous donner une puissance avec de l'agilité. Et alors du coup, dans la pandémie, vous avez pu jouer une partition parce qu'il a fallu, j'imagine, agir très vite. Comment est-ce que vous avez appréhendé le sujet? Est-ce que vous avez été débordé par le tsunami ou est-ce que vous avez pu au contraire surfer la vague et venir aussi en contribution sur ces sujets-là? Il est clair que la pandémie et particulièrement la première vague de confinement courant mars a accéléré les discussions avec les PME, les startups, notamment facilité évidemment avec des appels étrangers lancés par le gouvernement. Je pense notamment au ministère des Armées qui a lancé un vaste appel à projet derrière l'Agence Innovation de Défense. Sur l'aide de solutions numériques qui faciliteraient la gestion de la crise et notamment ce type de coup de pouce de la part du gouvernement à faciliter les échanges. On adressait très facilement ou beaucoup plus rapidement qu'historiquement les têtes pensantes, je dirais, des PME, des startups ou des grands groupes pour faire des alliances, notamment pour aider à la crise. Et effectivement, ça nous a
ça nous a permis de nous lancer avec notamment la PME NEHS Digital pour pouvoir fournir une solution d'aide de gestion de la crise autour du Covid. On va y revenir parce que je crois que c'est un exemple très intéressant de ce qu'on peut faire avec ce type de plateforme dans un délai qui est très court. Et donc on va y revenir. Mais du coup là je voudrais accueillir maintenant Isabelle qui vient de nous rejoindre. Donc Isabelle Zablit-Schmitz qui est directeur de projet en charge de l'Europe et de l'international à la délégation du numérique en santé au ministère des Solidarités et de la Santé. Alors Isabelle, du coup, qu'est-ce que c'est que la délégation numérique en santé ? Qu'est-ce qu'elle fait sur tous ces sujets-là ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Alors elle est surtout essentiellement connue pour être un peu le pilote en fait de la feuille de route du numérique en santé en France. Donc au titre du ministère, il faut donner le là, j'allais dire, de ce qui doit se faire et comment ça doit se faire, puisqu'il faut qu'on ait une cohérence d'ensemble. Et ça, c'est le rôle de la délégation du numérique en santé, c'est d'être un petit peu au poste de commande pour que les choses se fassent de manière harmonieuse. Donc il y a un pilote dans l'avion, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et en fait, c'est même, on pourrait dire, un copilotage, puisqu'il y a l'Agence du numérique en santé qui est l'opérateur, en fait, pour le coup essentiel de cette feuille de route, et avec qui on travaille en intense coordination pour mener ça, plus évidemment avec tous les acteurs de l'écosystème, qu'ils soient publics et privés. Voilà. Et alors du coup, toi Isabelle, tu t'occupes plus spécifiquement du sujet de l'internationalisation de l'Europe. Donc là, c'est un regard intéressant pour nous par rapport à ces croisements entre industrie de santé et industrie du numérique. Du coup, qu'est-ce que vous faites concrètement sur ce sujet de l'Europe ? Ça nous paraît toujours lointain et un peu abstrait, mais finalement pas tant que ça. Non, c'est même très concret. Donc j'ai été bien accueillie par de nombreux projets qui étaient déjà en cours, et puis aussi beaucoup de rêves d'en mener d'autres. Et ça, c'est quand même assez enthousiasmant. Donc en fait, dans mon rôle, en fait, j'ai un rôle européen effectivement et international, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la coordination qui se fait avec les autres pays d'Europe. On a énormément de choses à faire, et si besoin en est, la crise a quand même exprimé le besoin de forte coordination au niveau européen. Des travaux étaient menés depuis de nombreuses années, puisque bien que la santé ne soit pas, et c'est peut-être ça qui dans la communication parfois a été un petit peu compliqué à comprendre, la santé n'est pas une matière européenne. Alors c'est probablement pas définitif, parce qu'on peut imaginer quand même que la crise va faire évoluer les choses. Voilà, va faire bouger les lignes. Néanmoins, il y avait un cadre réglementaire, puisque vous savez que pour que l'Europe s'empare d'un sujet, il faut toujours qu'il y ait quand même un cadre réglementaire, et il y a la directive des soins transfrontaliers qui, comme son nom l'indique, invite quand même à ce que l'on puisse être communiquant entre les pays au sujet des dossiers patients. Donc ça, c'est un élément quand même essentiel qui a fait mener des travaux dans le cadre de mes homologues. Donc il y a un réseau de mes homologues en Europe, et qui essentiellement depuis 2008 quand même a mené beaucoup de travaux et a permis en fait d'être réactif justement avec cette crise, parce que si cet historique de travaux menés n'avait pas existé, je crois qu'on n'en serait pas là. Et puis de manière très concrète, oui, on n'a pas attendu la pandémie en fait. Voilà, non, c'est ça, heureusement, parce que sinon le temps que les gens se connaissent, se comprennent et puissent mener c'est toujours en menant les travaux ensemble quand même qu'on arrive à faire les choses. Et donc il y a de manière aussi très concrète des travaux européens dans lesquels la France est engagée. Donc ça se passe sous forme ou de programmes ou d'actions conjointes, comme selon le vocabulaire européen. Donc qui mènent des travaux sur les sujets d'interopérabilité par exemple, mais aussi donc en termes de programme, un programme qui est essentiel et dont on va voir la concrétisation dans les prochaines semaines, je peux le dire maintenant en France, qui est... Un scoop. C'est pas un scoop, parce que c'est l'information est publique, sinon voilà, mais il y a un énorme programme européen qui s'appelle Connecting Europe Facilities, et qui est complètement agnostique des secteurs, c'est-à-dire qu'il y a une déclinaison sectorielle chaque fois. Et au niveau français, donc on va pouvoir, à partir du mois de mai, je l'espère, enfin là la date n'est pas encore ancrée, on va pouvoir commencer à transférer des synthèses médicales en fait entre les pays. Alors il y a un sens PIA, PIB, c'est-à-dire émetteur-récepteur, mais globalement l'idée c'est qu'un professionnel de santé, où qu'il soit en Europe, s'il a un patient à prendre en urgence, il puisse, moyennant le consentement du patient, confère notre cadre européen,
accéder à son volet de synthèse médicale. Donc et dans sa langue, j'oublie de le préciser. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a une infrastructure de connectivité qui se déploie actuellement en Europe et qui, au fur et à mesure, va pouvoir brasser l'ensemble des pièces du dossier médical avec cette facilité d'avoir directement la traduction dans la langue du pays, parce que si vous cassez la jambe en Hongrie, c'est pas forcément super facile pour le praticien hongrois de lire un dossier médical français. Oui, donc là, quand je pars en vacances aujourd'hui ou quand je pars en déplacement professionnel, j'ai un souci de santé dans un autre pays européen, très concrètement, ils n'ont pas accès à des informations médicales me concernant, ils sont en aveugle en fait. Non, et d'ailleurs, petit clin d'œil, mais au détour de la crise, justement, dans les nombreuses réunions que nous avons pu avoir à ce sujet-là, j'ai souvent pris l'exemple du fait qu'on avait été capable de transférer des patients d'un pays à l'autre pour des évacuations sanitaires lors des grosses tensions sur les réa, mais que de manière assez incroyable, vu notre époque, on n'avait pas été capable de transférer les dossiers patients. Donc c'est quand même assez ahurissant dans un monde numérique. Et donc c'est pour ça que là, aujourd'hui, ce projet il va être assez fondateur pour permettre de passer à une autre époque. Et du coup, comment vous faites pour opérationnaliser ce type de projet? Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que les acteurs industriels du numérique se positionnent sur ces grands dossiers européens pour accompagner ces transformations? Il y a une méthode qui commence à se dégager. J'ai cru comprendre qu'il y avait plutôt une logique d'approche un peu globale sur les bases d'interopérabilité, donc sur comment on peut se comprendre et échanger les informations d'un pays à l'autre, mais ensuite finalement chaque pays implémente la solution. Ben, ça fait partie des enjeux que nous avons en France, c'est qu'aujourd'hui, vous savez très bien qu'au niveau de l'interopérabilité sur le territoire national, et j'allais dire c'est la même chose chez nos voisins, donc on n'a pas à en rougir, hein. On a encore des grandes marches à franchir, donc on n'est pas non plus dans une totale maturité nationale. Alors là, on est en train de nous dire il faut passer une autre étape qui est l'étape européenne, et là, on a aussi le G7 et le G20 dans lesquels on est impliqué, qui se sont emparés du sujet de la santé et qui commencent à nous dire la même chose, mais au niveau international. Donc en fait, là, vous voyez qu'on a des échelons dans la pyramide qui sont quand même... Donc on n'a pas fini l'Intereurope en France, que déjà on doit penser à l'Intereurope européenne, voire internationale. Alors, pour répondre à cette question, je pense que d'abord, il faut, et on le sait bien du côté industriel, il faut qu'on ait des règles du jeu qui soient clarifiées. C'est pour ça que ce travail, qui est peut-être un travail en coulisses, est extrêmement important, parce que tant qu'un industriel ne reçoit pas des consignes claires sur la façon dont il doit pouvoir gérer ses investissements et ses développements, ça devient compliqué. Donc en fait, c'est important justement qu'il y ait, comme je le disais, quand même un pilote dans l'avion quand même sur ces feuilles de route nationales, et les industriels, alors actuellement, doivent se positionner sur des cadres nationaux parce qu'il y a aussi une mécanique de marché, très simplement. Mais le souci aujourd'hui, c'est que ces cadres nationaux commencent à s'interconnecter au niveau européen et puis donc dans un futur qui sera un petit peu moins proche au niveau international. Et donc du coup, vous allez chercher des acteurs industriels du numérique en santé en France pour réaliser ces activités-là? Alors en France, quand on lance des marchés, tout le monde peut répondre, hein, donc ça fait partie des règles du jeu. Donc en fait, on a des acteurs qui sont des acteurs petits, français, de niche, start-up et tout ça, comme on a tout le périmètre, tout le scope, jusqu'aux grands acteurs internationaux. Donc ça dépend vraiment de la configuration dans laquelle on se place. Donc pas de religion sur le sujet, vous êtes très pragmatique. Je crois que la feuille de route, pour le coup de la France, est très explicite sur le fait que justement l'État doit rester dans son rôle et laisser au secteur privé agir également sur son terrain. Et on pense beaucoup que la feuille de route ne peut qu'avancer si elle est collective, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des chapelles, etc. On sait très bien que l'innovation est totalement bridée si on commence à faire des silos. Et donc la volonté, c'est plutôt d'être très clair sur les règles du jeu, voire les imposer, parce que ça aide en réalité l'innovation à émerger derrière. Comme je le disais, on a une clarté de vue quand même pour les acteurs de l'innovation, qu'ils soient grands ou petits. Et puis derrière ça, j'allais dire, la place est laissée à tout le monde. Et je crois que par exemple, l'espace numérique de santé qui va s'ouvrir en 2022, on sera exactement l'expression.
Oui, oui. Non, mais c'est effectivement. Et du coup, est-ce qu'il y a aussi des choses, on a entendu tout à l'heure Stéphanie Combe, est-ce qu'il y a des choses un peu équivalentes au HDH, au Health Hub, au niveau européen? Alors c'est même un enjeu essentiel, je dirais, et Stéphanie d'ailleurs est très impliquée là-dedans, puisque le Health Data Hub est la tête de pont en France pour les initiatives européennes équivalentes. Donc on a lancé là maintenant en fait une joint action européenne qui s'appelle TEDAS, c'est l'acronyme pour dire Towards a European Health Data Space, et donc c'est en fait la construction d'un espace de données de santé européen, on va dire un petit peu sur le même modèle que le Health Data Hub, mais pour porter l'ambition européenne sur les données de santé, notamment évidemment l'intelligence artificielle. Et on sait très bien qu'on a besoin de cette marche pour être audible au niveau international. Donc c'est un élément vraiment stratégique de l'Europe. Et alors, beauté de la chose pour la France, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, nous, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. C'est que compte tenu du rythme législatif européen, donc on a lancé la Joint Action. L'idée, c'est de définir les besoins et de structurer cet espace de santé européen. Il doit être réfléchi et co-construit à 27, hein, donc c'est quand même un sujet très ambitieux. Chantier, ouais. C'est un beau chantier, oui. On a beaucoup de partenaires qui soient de l'écosystème français. Je crois qu'il y en a au moins 7 de mémoire qui sont impliqués dans ce chantier-là au niveau de la France. Donc des centres hospitaliers, des centres de recherche, le Health Data Hub, comme je disais, la NS notamment. Et l'idée, et c'est là vraiment la beauté de la chose, c'est que normalement, si tout va bien, je croise les doigts, cet espace européen devrait naître, en tout cas réglementairement parlant, sous la présidence française de l'Union européenne. Vous savez que nous allons prendre là pour le coup le guidon de la présidence tournante de l'Union européenne le 1er janvier 2022. C'est plus arrivé, je crois, depuis 2008. Et la prochaine fois, c'est 2035. Donc vous voyez qu'on a une fenêtre d'opportunité qui est très courte. Et là, on a un agenda au niveau numérique en santé au niveau européen qui est assez incroyable. Donc je pense que ça va donner beaucoup de visibilité à la fois à nos projets et également peut-être un regard sur toute l'ambition européenne qui est absolument nécessaire, je crois, pour nourrir l'ambition des entrepreneurs français. Donc là, tu as un des beaux challenges pour alimenter toute cette ambition pour la présidence française l'année prochaine et venir avec plein de belles propositions. Du coup, Damien, donc de manière très concrète, alors là, on a parlé de data, d'IA. Du coup, quand on prend la puissance d'un grand acteur industriel, de l'agilité au niveau des startups, comment très concrètement on amène des solutions sur le sujet de la pandémie, par exemple? Qu'est-ce que vous avez amené comme service vers des patients, vers des professionnels de santé? Parce qu'au bout du bout, c'est quand même tous ces gens-là qu'il faut alimenter. Cette synthèse entre le numérique et la santé, c'est quand on arrive à amener des résultats visibles, concrets, tangibles, pour les médecins, pour les patients. On le voit aujourd'hui, on est tous un peu sous pression avec ce sujet-là. Du coup, je crois qu'il y a eu des résultats assez intéressants que vous pourriez partager avec nous sur ces bonnes pratiques. Alors il y a deux volets dans la question, il y a comment et ensuite il y a quoi. Il y a quoi donc déjà sur le comment, et je m'attarde un peu à revenir dessus encore une minute, effectivement lors de l'appel à l'aide de la part du gouvernement via des appels à projets, effectivement des alliances se font, des partenariats se font, et donc le comment là pour le coup il est facilité par voilà, un coup de pouce financier du gouvernement pour faire des propositions, hein, quand bien même Thales permet d'apporter des investissements de sa part, le fait d'être soutenu par des initiatives nationales aide. Donc du coup, à travers ce guichet lancé par l'Agence Innovation de Défense rattachée au ministère des Armées, nous a permis de faire un montage avec la PME qui s'appelle NEHS Digital. Donc ça c'est pour le comment. Et maintenant, en tout cas d'un point de vue financier, et ensuite le quoi. Qu'est-ce qu'on a construit avec cette PME NEHS Digital. L'idée c'était de fournir en période de grosses tensions dans les hôpitaux, notamment au niveau des radiologies, de fournir des solutions d'aide au diagnostic, de présence de Covid sur la base de CT scan, donc de radio. L'idée c'était de fournir un service intégrant de l'IA, développé par Thales, mise à disposition par Thales dans l'infrastructure
partenaire NEHS Digital et de fournir aux radiologues la capacité, je dirais, de fournir une prédiction de présence de Covid sur CT scan. Donc ça, c'est la première indication. Est-ce qu'il y a Covid présent dans les poumons? Oui, non. Première indication. Et deuxième indication fournie aux radiologues sur la base d'analyse d'images, une zone de chaleur indiquant le lieu de présence du Covid dans le ou les poumons. Donc ça, c'est le quoi. En quoi ce service intégrant de l'IA développé par Thales et mis dans l'infrastructure NEHS Digital est utile? Il est utile quand on est encore une fois sous tension dans les hôpitaux et que les radiologues ne sont pas tout le temps là pour pouvoir analyser le... Oui, donc quelle que soit l'heure de la nuit, finalement, j'ai toujours un radiologue, un vrai, ou je me permets juste de préciser que cette initiative, c'est une base de démonstrateurs, c'est-à-dire de montrer la preuve de valeur que l'IA aujourd'hui intégrée dans des solutions d'aide diagnostique pourrait être utile. Donc je me permets juste de cadrer sur le fait qu'aujourd'hui cette solution a été exploitée à des fins de démonstration, de preuve de valeur, et je pense que c'est une réussite. Et les radiologues, ils sont contents? Justement, on va donner quand même quelques chiffres. Effectivement, plus des 3/4 des radiologues aujourd'hui estiment la prédiction qui a été fournie par nos services satisfaisant. Donc ça, c'est une première bonne indication. On a un taux de réussite de prédiction qui dépasse largement les 80% de bonnes prédictions. Donc plus de 80% de prédictions justes, en fait. Oui. Donc c'est un bel outil, effectivement. Ça ne se substitue pas. Encore une fois, là pour le coup, je prends un peu la posture de Thales. Ça ne se substitue pas et c'est pas notre lecture de l'IA aujourd'hui à l'œil humain. Au contraire, j'entendais un des participants plutôt parler d'IA de confiance. L'objectif ici, ce n'est pas de se substituer aux radiologues, c'est d'accompagner et d'aider à travers de l'outillage, ici en l'occurrence de l'intelligence artificielle, les radiologues et l'humain à prendre plus rapidement, ou en l'occurrence quand il n'est pas présent, anticiper la prise de décision pour l'humain, mais en aucun cas ça se substitue au radiologue. Donc là on le voit, avec la pandémie on a besoin de capacités médicales, on manque... Enfin, c'est pas qu'on manque, c'est qu'on est submergé par la demande, tout simplement. Donc ça permet de gagner du temps, très concrètement, d'affiner le diagnostic. Donc c'est un outil qui est très prometteur là, pour les médecins radiologues dans ce contexte épidémique. Mais tout ça, vous l'avez pas mis en place en un an. Vous avez été assez vite, je crois. On l'a mis en place très rapidement. C'est vrai que on va dire du démarrage du développement de l'IA à la mise à disposition d'une première version du démonstrateur dans les mains des radiologues, il s'est passé 3 mois. Pour faire ça. 3 mois. Il s'est passé 3 mois et on a développé en parallèle donc l'algorithme en l'occurrence de deep learning, d'analyse de l'imagerie. En parallèle de ça, on a développé également, comme je le précisais un petit peu plus tôt, la capacité à déployer ce service d'intelligence artificielle dans une infrastructure qui n'est pas l'infrastructure de Thales, l'infrastructure du partenaire NEHS Digital. Donc à partir du moment où on a développé et mis dans l'infrastructure, il s'est passé 3 mois. Donc en fait, là, vous courez comme une gazelle, en fait, sur ces sujets-là. On court comme une gazelle, oui, mais on ne court pas seul. C'est important de le préciser. C'est que, du coup, là, cet exemple de projet avec NEHS Digital est un très bon exemple je dirais, de solidarité industrielle. En tout cas, la capacité à pouvoir bénéficier des avantages et des forces de frappe de tout un chacun. Ici, en l'occurrence de Thales, la capacité à développer rapidement des algorithmes issus soit de nos laboratoires de recherche, soit de nos propres business lines, et également bénéficier du footprint, je dirais, et du market print, en l'occurrence de NEHS Digital, qui est déjà très bien implémenté dans le milieu de la santé, notamment d'un point de vue solution numérique, pour pouvoir effectivement courir comme une gazelle. Donc vous combinez la puissance du grand groupe, l'agilité de la start-up, et finalement vous arrivez à avoir des résultats très probants. Donc du coup, ça veut dire que culturellement, c'est sans tabou, vous travaillez avec des start-up. Vous avez des programmes pour faciliter ces interactions?
Ça fait plus de 3 ans maintenant qu'on a 2 gros programmes phares chez Thales en lien avec notre stratégie de développement. Donc évidemment là on retrouve des domaines pour le coup on attend beaucoup Thales, notamment je pense à la cyber, hein, quand même. surtout que c'est d'actualité. Hein. Donc du coup effectivement il y a 2 programmes aujourd'hui de mentoring et d'accompagnement des startups. Le premier autour de la cyber basé à Station F. Je me permets du coup de faire quand même une parenthèse pour mettre en avant le fait qu'on a un écrin aujourd'hui sur le sujet de la startup qui est Station F. Et effectivement, on a un programme maintenant qui court depuis 3 ans, voire 4, le programme Cyber à Station F, qui nous permet tous les ans, hein, un peu comme les séries télé, d'avoir des saisons où on accompagne des startups pour pouvoir identifier les complémentarités. En général, sur les sujets cyber, c'est des startups qui sont très pointues, qui visent à pouvoir identifier où est-ce que, sur quel je dirais produit plus complexe et industriel que Thales, cette startup pourrait s'insérer sur un marché. Donc ça c'est le premier programme et je finirai là-dessus. Le deuxième qui est basé à Montréal, AI at Centech, qui du coup est un petit peu plus jeune, qui a 2-3 ans et qui pour le coup est véritablement drivé par l'IA et pareil, même format, série télé donc, et toutes les saisons on accompagne plusieurs startups dans les domaines de l'IA. Ouais, et alors Montréal, hein, qu'on connaît bien dans le domaine du numérique en santé, parce que ça fait partie des territoires un peu pionniers et qu'on regarde avec attention. Ils ont fait beaucoup de belles choses, donc c'est effectivement un bon endroit pour s'implanter, que ce soit sur la santé numérique ou l'IA. Et du coup, Isabelle, alors, au niveau du ministère de la Santé, de la délégation numérique en santé, du coup, vous aussi, vous avez été très actif, hein, je crois, ces derniers temps sur le sujet des startups. C'est pas simple pour une start-up. Des start-up et puis parfois aussi avec le sentiment qu'on était nous-mêmes une start-up parce que dans la crise, la réactivité, comme je disais, a dû être assez importante et c'est pas fini hein, puisque vous savez qu'on parle maintenant des certificats vaccinaux, des certificats de test, etc. Donc vous voyez que la roue continue à tourner. Alors oui, on est plusieurs anciens start-upers d'ailleurs dans la délégation du numérique en santé, donc c'est pour le coup un sujet sur lequel on est extrêmement sensible et donc on a souhaité en fait faciliter la vie aux entrepreneurs et on a donc ouvert un service qui s'appelle Genius, qui est en fait un guichet pour les entrepreneurs dédiés et l'idée c'est de leur faire gagner du temps parce qu'on sait à quel point chercher l'information peut être chronophage pour un entrepreneur. Arriver à connecter directement l'entrepreneur avec les bonnes personnes au bon moment. Et donc c'est un service en fait entre guillemets de l'État, mais qui en fait a pour vraiment vocation à encore une fois encourager et accélérer une innovation venant des startups. L'idée c'est qu'on se disait en fait on a les informations nous à portée de main, il faut qu'on puisse divulguer et mettre en contact beaucoup plus rapidement les entrepreneurs avec les bons endroits. Qu'est-ce que je dois faire si je dois faire une démarche de certification? Qu'est-ce que je dois faire si je dois faire telle ou telle chose? Alors, sachant qu'en plus dans la santé, on a quand même un écosystème qui n'est pas des plus simples. Hein. Donc, avoir quelques clés pour accélérer la compréhension et la pénétration de cet écosystème, c'est quand même assez important et les retours sont extrêmement positifs. Il a été lancé en présence de Cédrico au mois d'octobre dernier, si ma mémoire ne me trompe pas. Oui, parce qu'on a tendance à imaginer qu'il suffit de se lancer dans la tech, dans la santé comme dans d'autres secteurs, mais pas du tout. Il y a plein de contraintes réglementaires, de champs éthiques aussi à appréhender. Oui, surtout que donc, nous, le socle éthique, c'est quand même un des éléments clés de la feuille de route du numérique en santé. C'est un élément sur lequel on ne transige pas, que l'on porte d'ailleurs dans les instances internationales. Hein. Donc c'est un élément vraiment fondateur. Et on pense que ce n'est pas du tout quelque chose qui est une contrainte justement pour l'innovation, mais qu'au contraire, c'est quelque chose qui donne du sens aussi au projet des entrepreneurs et je crois que ça c'est un élément qui est quand même essentiel, on le voit bien quand on entend les récits d'entrepreneurs aujourd'hui.
Oui, et puis par ailleurs, c'est une garantie pour pouvoir se déployer, puisque s'il n'y a pas de confiance dans le système au niveau du professionnel de santé ou du On ne peut pas trouver son patient, marché dans la santé s'il n'y a pas de confiance. Ça me semble assez évident. Hein. Voilà, mais je pense que c'est important de le répéter. Et du coup, donc là, on appréhende ce sujet des startups. Donc le sujet, c'est finalement qu'est-ce qu'elles ont besoin en termes d'accompagnement, ces startups. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans notre échange, Damien, c'est que souvent, il y a aussi une problématique donc, de lisibilité par rapport à ce champ de contraintes. Et là, il y a des solutions qui peuvent vraiment les aider comme Genius. Mais il y a aussi à clarifier la relation avec le grand groupe. Finalement, il ne faut pas qu'elles viennent vers le grand groupe pour attendre ce qu'elles ne vont pas avoir du grand groupe. Faut qu'elles viennent pour attendre ce qu'elles vont recevoir du grand groupe, et c'est pas forcément ce qu'elles attendent en première instance, autour de cette idée que finalement vous n'êtes pas la puissance publique, c'est pas votre job, vous pouvez amener de la puissance industrielle, du savoir-faire, mais je crois que vous aviez un petit message à passer là-dessus. Effectivement, on a tendance parfois. Alors il y a deux sujets. Le premier, c'est on a effectivement tendance à attendre du grand groupe qui se substitue un peu en termes notamment de sources financières sur le fait d'accompagner la start-up à grandir. C'est pas nécessairement le cas. C'est pour ça que j'ai insisté sur le mot accompagnement. Nos programmes, ils visent à accompagner et pas à phagocyter la start-up dans son éclosion. Donc effectivement, ça c'est un point qui est important de préciser, c'est que c'est pas le gros qui mange le petit, c'est le gros qui travaille avec le petit pour justement faire grandir ce petit-là dans des intérêts évidemment de business développement commun. Donc ça c'est effectivement le premier message, et le deuxième c'était sur effectivement la capacité à accompagner. C'est un peu fourre-tout ce mot accompagnement. J'aime bien le mot passage à l'échelle, c'est-à-dire que à un moment, ce qui peut avoir tendance à marcher sur un petit périmètre prend forcément des considérations autres quand il va falloir l'étendre, le développer. On parlait d'interopérabilité tout à l'heure, la capacité à pouvoir déployer sur des infrastructures qui n'étaient pas nécessairement celles sur lesquelles la solution s'était développée initialement, et c'est là où pour le coup la flexibilité, et je reviens sur la méthodologie qu'on a d'IA as a service, sur les volets particulièrement IA, sont intéressantes, c'est-à-dire la capacité à pouvoir déployer des services qui peuvent être développés par la start-up de manière agnostique sur des plateformes autres et pas nécessairement tout le temps Thales. Oui, c'est l'exemple qu'on évoquait tout à l'heure. En 3 semaines, c'est un exemple particulièrement éloquent. Mais du coup, Isabelle, au niveau européen, finalement, on retrouve cette problématique de marché. Moi, si je suis start-upper, ce qui est mon cas aujourd'hui depuis quelques semaines avec mes docteurs, effectivement, c'est pas simple pour moi de m'orienter. Donc, si je comprends bien, il y a Genius au niveau national, ouais. Mais à un moment donné, on le sait dans le numérique en santé, il faut raisonner européen ou mondial. Alors ça, effectivement, alors là, je dévoile un petit peu peut-être des choses qui sont dans nos cartons, mais c'est vrai que... c'est sympa, merci. Donc on n'est pas encore, je dirais, vraiment à l'action là-dedans, mais en tout cas, c'est dans nos rêves et nos projets, et ça, c'est déjà pas mal. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des petits frères et sœurs de Genius en Europe, et qu'au détour des échanges bilatéraux que nous avons avec certains pays, on a exposé en fait mutuellement... Voilà, ces besoins des entrepreneurs qu'on a dont on a très conscience, et nos réalisations qui étaient de dire ben voilà, on va accélérer, on va donner un guichet. Donc après, ça prend des formes un petit peu différentes selon les pays, mais néanmoins là-dessus est né assez spontanément, je dois dire, dans nos têtes, l'idée de connecter en fait ces différents guichets entre eux, de façon à ce qu'un entrepreneur puisse dire bah tiens, je veux me déployer en Allemagne, je veux me déployer en Suède, je veux me déployer en Italie, eh bien je vais avoir en fait l'équivalent de Genius dans ce pays-là, et voilà. Donc ça, c'est un projet à beaucoup plus long terme, il n'y a rien qui est fait, clairement, c'est plutôt un rêve aujourd'hui qu'une réalité, mais néanmoins, si on arrive à le faire, ce serait génial, quoi. Et la demande est là. Bah oui, c'est pour ça qu'on rêve de le faire. Voilà. Souvent, quand on est start-upper, je peux en témoigner, quand on va voir un investisseur, une des premières choses qu'il nous demande, c'est quoi votre feuille de route européenne ou internationale.
C'est ça, en fait, il y a une espèce de paradoxe en fait quand on est un start-upper, c'est qu'on essaye déjà d'avoir accès au marché. Alors là, vous l'avez pas cité tout à l'heure, mais moi je pense aussi que le grand, il peut donner un accès au marché quand même très facilité, c'est évident, hein, sans doute. Mais il y a aussi le fait que dès qu'on veut lever des fonds, eh bien la première question dont on parle, c'est quoi votre feuille de route à l'international. Et ça, pour le start-upper, souvent c'est quelque chose qui est extrêmement complexe à faire parce qu'on peut aligner 3 mots, mais au-delà des 3 mots, on est vite sec parce qu'on a une méconnaissance en fait des besoins et des marchés à l'international. Et donc, si nous, en tant que puissance publique, on peut accélérer encore une fois cette prise de connaissance et ce pied à l'étrier international, eh bien, je pense qu'on aura fait notre job. Donc, ce serait super que notre rêve devienne réalité. En tout cas, je peux témoigner, moi j'ai hâte que vous ayez ce service parce que c'est une vraie problématique pour la start-up que de savoir comment on se déploie en Allemagne, en Italie, etc. On a quelques petites problématiques, par exemple très concrètes aussi de traduction. Hein, mais oui, ça commence par des choses aussi basiques que ça, quel point de départ. Du coup, Damien, côté Thales, alors là c'est intéressant parce que vous, dans le domaine de l'IA, dans votre domaine de prédilection, il y a déjà des choses qui se font au niveau européen. Il y a même des stores, je crois, pour publier des applications. Alors on anime effectivement depuis un peu plus de 2 ans maintenant l'initiative qui s'appelle AI for EU, qui vise justement à interconnecter notamment là d'un point de vue recherche fondamentale des sujets IA. Et donc effectivement, ça rejoint un petit peu l'initiative tech qui est portée par le HDH et tout ce qui érode au-delà de la santé, c'est valable aussi dans le milieu industriel, la capacité à mettre à disposition un certain nombre de services de laboratoires ou d'industriels. Et donc effectivement, on est déjà présent et on est ultra moteur sur la possibilité effectivement de s'exposer à travers des market stores, là en l'occurrence d'IA, de mettre à disposition des services embarquant de l'IA au niveau européen issus des laboratoires de recherche, dont Thales, mais pas que, largement plus grand au niveau européen. Donc là, une idée de bonne pratique d'une industrie qu'on pourrait transposer dans le monde de la santé, peut-être une source d'inspiration pour ta feuille de route. Ah ben là, je demande pas mieux. Hein. Bon, on arrive quand même au bout de cette intervention qui était assez riche, assez interactive. Du coup, si on devait conclure avec un mot de la fin, chacun d'entre vous, par rapport à ce sujet du croisement de ces industries numériques, de ces industries de santé, finalement, ça serait quoi le message que vous auriez envie de passer l'un et l'autre? Moi je dirais franchement, moi j'aimerais bien je pense qu'on a toujours été très réservé en termes d'ambition. Et là, je pense qu'on a vraiment l'opportunité aujourd'hui de porter une ambition internationale. Et en tout cas, nous, au niveau puissance publique, on fera tout ce qu'on peut pour accompagner des projets français à l'international. Et c'est pour ça qu'on réfléchit en fait aux bonnes choses, à mettre en place pour que cela se fasse. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le concret et l'Europe a besoin en fait de projets portés par la France. Il faut aussi en être conscient. Il y a 2 locomotives en Europe, c'est la France et l'Allemagne. Moi, je peux vous dire que je peux en témoigner aujourd'hui de par de notre poids dans les réunions et dans les instances, que ce soit même au niveau de l'OMS, etc. Donc, c'est extrêmement important. Et donc, il faut qu'on ait des projets aussi à porter au niveau international. Et donc, nos valeurs, je pense, éthiques, notamment sur l'approche du numérique en santé, seront encore mieux portées si on a des projets qui les véhiculent au niveau international. Et Damien? Effectivement, moi je vais forcément abonder en ce sens. J'aurais 2 messages, je pense. Le premier, c'est qu'effectivement ne pas manquer d'ambition. Force est de constater qu'effectivement on a un puits de cerveau sur les sujets IA aujourd'hui qui est assez exceptionnel. On a cité Station F tout à l'heure, c'est quand même le plus grand hub d'Europe sur les sujets start-up. Et après, je vais un peu prêcher pour ma paroisse. On a également des laboratoires de recherche assez pointus, notamment autour du plateau de Palaiseau en recherche fondamentale, et on a tendance à aller... on a aussi notre Silicon Valley maintenant aux portes de Paris. Du coup, il y a quand même des excellents cerveaux sur le domaine de l'IA. Et effectivement, le deuxième sujet, c'est évidemment ne pas tout le temps se méfier du grand et penser justement à travailler avec le grand pour rayonner plus largement et justement accréditer ses ambitions.
Oui, en fait, on le voit bien, c'est plus un espèce de débat grand groupe versus start-up, versus approche de l'État, versus institutionnel et santé. Là, on le voit bien qu'on doit un peu transcender tous ces clivages. D'ailleurs, quand on arrive à le faire, il y a des très beaux projets. Il faut peut-être imaginer plus de grands projets nationaux, internationaux avec cette combinatoire, peut-être ouvrir peut-être un peu plus des projets comme le S-Data Hub à des acteurs industriels, par exemple, au-delà des start-up. Mais on voit que le champ là est très vaste, en fait. Et c'est presque un débat un peu qui est presque derrière nous aujourd'hui. Et donc ce lien, on doit le matérialiser de manière plus volontariste dans un projet de filière. Effectivement, si on arrive à combiner la puissance du numérique, on le voit, donc on aime des grands champions, des grands cerveaux, une puissance dans la R&D comme à Saclay ou ailleurs en France, mais on a des belles filières aussi dans le domaine de la santé avec des savoir-faire d'excellence reconnus au niveau européen et international, et j'entends qu'on nous attend. Imaginons si on arrive à mettre en combinatoire ces deux forces-là, on va avoir devant nous une puissance de frappe pour développer une filière qui va être juste phénoménale. En tout cas, c'est une note positive et merci à vous pour cette belle table ronde.